Protéger, gérer, sensibiliser, c'est autour de ces 3 objectifs que sont imaginées les actions menées au quotidien dans les réserves naturelles de France. Elles sont nombreuses partout sur notre territoire, en métropole mais aussi en Outre-mer. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont-Blanc. Au pays du Mont-Blanc, il existe 5 réserves naturelles. Nous allons aujourd'hui en découvrir 2, celle de Passy et celle des Contamines, où nous nous trouvons aujourd'hui. Ces réserves naturelles ont pour mission de protéger à long terme des milieux naturels exceptionnels, rares ou menacés. Avec une réglementation adaptée, des actions de terrain de préservation, mais aussi de sensibilisation et d'éducation, il s'agit d'espaces d'une richesse incroyable ouverts à tous. Vous pouvez les découvrir tout au long de l'année. Avant de mieux comprendre comment fonctionnent ces réserves naturelles, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission en images. L'architecte Henri-Jacques Lemesme a laissé son empreinte au pays du Mont-Blanc. Vous pourrez le redécouvrir grâce à une exposition à Passy et à Megève. Nous partirons sur les sentiers du baroque, un itinéraire qui vous emmène à la rencontre du patrimoine religieux du pays du Mont-Blanc. Christophe Profit est une figure emblématique de la vallée de Chamonix, un alpiniste hors du commun pour un territoire hors norme. Et enfin, nous prendrons de la hauteur à quelques pas du centre-ville de Megève, avec un nouveau mur d'escalade notamment dédié à l'initiation. Henri-Jacques Lemesme a conçu dans sa carrière près de 900 projets dans une trentaine de départements français. Au pays du Mont-Blanc tout particulièrement, il a imaginé des lieux de vie et de villégiature au concept avant-gardiste. Des sanatoriums du plateau d'Assy, des cités ouvrières à Chède, des hôtels, des habitations, des bâtiments publics ou privés. Depuis Megève, où il a installé son atelier et son agence dans les années 20, Henri-Jacques Lemesme a produit un travail considérable au pays du Mont-Blanc en particulier, mais aussi en Haute-Savoie et en France en général. Le CAE s'intéresse à l'architecture du XXe siècle parce qu'elle est particulièrement abondante dans notre département et qu'elle est soumise à beaucoup de pression, beaucoup de transformations, voire de démolition. Donc on essaye sur le territoire de repérer des architectures singulières et Henri-Jacques Lemesme fait partie des architectes qui ont produit une architecture remarquable, intéressante, créatrice puisqu'il a inventé le chalet skieur. C'est effectivement en imaginant le chalet du skieur en 1925 que la carrière de l'architecte Henri-Jacques Lemesme va démarrer. Il faut remonter à la rencontre avec la baronne de Rothschild qui va demander quelque chose qui ressemble à une ferme. Mais évidemment, ce n'est pas pour traire les vaches. Il s'agit de recevoir dans cette nouvelle station qu'elle a lancée. Il s'agit aussi d'héberger, il s'agit de mener une vie de grand luxe. Donc les premiers chalets sont faits pour des bourses fortunées. Petit à petit, le succès l'emporte et Lemesme va travailler pour des foyers moins argentés, mais toujours avec les mêmes techniques, à savoir un étage de rez-de-chaussée en pierre appareillée, qui est là plutôt pour les services, un étage noble avec les salons, où on reçoit dans les salons, et puis l'étage des chambres avec un bardage. Après, on est dans le détail, on est dans la fenêtre d'angle, on est dans les boiseries, les portes, les fenêtres et toute cette colorimétrie également qu'on retrouve partout au pays du Mont-Blanc. Le chalet du skieur sera un point de départ. Il en construira des dizaines à Megève, façonnant ainsi l'architecture de ce village du pays du Mont-Blanc. Il devient l'inventeur de la villégiature à la montagne, multiplie les réalisations et pas seulement pour les stations de ski. On reconnaît et plébiscite son savoir-faire et sa minutie. Certainement la qualité du détail, la production aussi graphique, c'est-à-dire les dessins mis en œuvre pour produire dans le plus fin détail chaque élément. Certainement aussi le rapport au site, au sol et au paysage, qui est toujours fait avec beaucoup de soin. Une attention au mode de vie et aux conditions sociales de la commande, et puis cette capacité qu'avait Lemesme à intégrer des matériaux nouveaux, comme le béton armé ou les nouvelles techniques constructives. Donc le mélange de 4 éléments qui font que son architecture est un véritable intérêt. Jusqu'au printemps prochain, une exposition consacrée à Henri-Jacques Lemesme vous attend au pays du Mont-Blanc notamment. Une exposition pour expliquer et faire découvrir le travail parfois méconnu ou mal compris de cet architecte à la fois urbaniste et designer. Quand on les voit rentrer, ils se disent qu'est-ce que c'est de l'architecture, de quoi ça parle. Et à la fin, c'est un bon ressenti déjà parce qu'ils trouvent l'exposition très didactique. Donc, ils trouvent que la lecture est facile d'accès, beaucoup d'images, donc ils trouvent que c'est joli esthétiquement, très bien expliqué, fluide. Les locaux, c'est un peu plus sentimental parce qu'ils se retrouvent, on va dire, dans l'exposition, surtout ceux de Chède.
Ils découvrent qu'ils habitent dans du Lemay, surtout les habitants des cités-jardins ou des nids. Pour eux, c'est un apprentissage sur leur commune. Cette exposition à découvrir pose aussi la question du devenir et de la préservation de cette architecture du XXe siècle qui a donné une identité au territoire de montagne. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie en compagnie de Christian Schferrer. Bonjour Christian. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'Aster qui est une association et notamment le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Quelles sont vos missions ? On a 5 grandes missions. Donc il y a une mission qui est la protection et la gestion des espaces naturels. Au niveau de la Haute-Savoie, on intervient sur plus de 50 sites, dont les 9 réserves naturelles de Haute-Savoie. Et on est dans ce cadre-là du coup aussi le gestionnaire unique pour le compte de l'État de ces 9 réserves naturelles. On a une action de protection en faveur d'espèces emblématiques, comme par exemple le gypaète barbu et des espèces qui ont un rôle un peu pivot par rapport à la biodiversité, qui sont moins connues, qui peuvent être des insectes ou des plantes. On a également un volet appui aux collectivités, qui est un élément important. Et puis un élément qui concerne le volet connaissance et expertise, sans oublier un élément qui est important pour la compréhension des habitants de Haute-Savoie notamment, mais aussi de tous ces visiteurs qui viennent découvrir ces beaux sites, qui est le volet information, sensibilisation et communication, parce que là aussi il y a un volet d'activité qui est propre à Aster. Alors vous l'avez dit, il y a 9 réserves naturelles en Haute-Savoie. Nous sommes ici au Contamines-Montjoie, qui est la plus haute réserve naturelle en France, là pour le coup. Quelles sont les autres au pays du Mont-Blanc ? Il y en a 5, c'est bien ça ? Donc il y a 5 réserves naturelles au niveau du pays du Mont-Blanc. Donc d'abord la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, qui a cette particularité d'être la plus haute en altitude des réserves naturelles nationales françaises. Et puis également, pas trop loin, mais dans un ensemble d'une unité, on peut dire, on retrouve la réserve naturelle de Passy, la réserve naturelle de Carles-Aveyron, la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, et puis la réserve naturelle du Vallon de Bérard. Compte particulier ces réserves naturelles en Haute-Savoie par rapport à d'autres, et du pays du Mont-Blanc par rapport à d'autres réserves naturelles. Qu'est-ce qu'on va trouver ici qu'on ne trouve pas forcément ailleurs ? Alors, il y a déjà un élément qui est important, c'est leur taille. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un ensemble, on va dire, si on prend la surface totale de ces réserves naturelles de montagne, de 16 000 hectares pour l'entité Arve-Giffre et de 5 000 hectares là, au niveau des Contamines-Montjoie. Donc déjà, il y a cet élément de surface représentatif de l'étage submontagnard. Et puis également la présence d'espèces à enjeu qu'on va retrouver sur d'autres cœurs de parcs nationaux. Par exemple, le gypaète, on y retrouvera des espèces qui concernent les galliformes de montagne, le lagopède, le tétralyre. Sans oublier le bouquetin qui est bien présent au niveau de ces sites. Et ce qui est intéressant, c'est aussi une diversité de milieux. On va des glaciers à des parties qui sont plus sur substrat minéral, et puis en descendant au niveau de l'étagement montagnard, on va tomber sur des milieux plus forestiers. Et c'est cette diversité-là qui en fait une richesse au niveau de ces réserves naturelles. Une diversité que vous étudiez aussi, parce que du coup c'est un terrain aussi d'étude dans vos missions pour apprendre à connaître et voir comment évolue ce domaine. Alors tout à fait, ces territoires, ces réserves naturelles sont également on va dire des sites ateliers par ailleurs. Alors si on prend l'exemple des Contamines, il y a un élément qui est en place de suivi du glacier de Trait-la-Tête. Donc là aussi, c'est autant une connaissance sur comment fonctionne, comment évolue ce glacier, qu'aussi tout simplement des éléments de prise en compte de changement climatique. Alors ça, c'est pas Aster tout seul, c'est en lien avec des labos de recherche, des universitaires notamment, qui collaborent là avec nous. Et puis il en est de même sur une autre démarche qui est par exemple tout simplement le suivi des lacs sentinelles. Et sur les Contamines-Montjoie, vu qu'on se trouve sur cette réserve naturelle, il y a le suivi du lac Chauvet, mais qui permet de connaître des éléments de connaissance d'histoire des polluants, et où ça dépasse même la connaissance uniquement spécifique à la réserve. Ça nous permet de connaître un peu quels sont ces changements globaux auxquels on est confronté maintenant. Et ces réserves naturelles sont justement des territoires privilégiés de connaissances, et d'où leur rôle aussi de site atelier pour la science. Vous avez aussi une démarche d'éducation, d'information en direction des promeneurs, en direction des visiteurs. C'est là aussi quelque chose d'important. Alors on va en parler plus en détail, mais il y a des gardes qui sont sur ces réserves et puis qui sont aussi là pour faire le relais de pas mal d'informations. Donc au niveau de ces réserves naturelles, un des enjeux, c'est quand même l'information et la sensibilisation du public. Alors elle se fait d'une part par des éléments de signalisation, donc on a des panneaux d'information du public à l'entrée de ces réserves. Également sur le cheminement, on retrouvera des informations
qui sont reprises pour informer justement du comportement à avoir par rapport à ces milieux fragiles. Et puis également la présence du garde technicien au niveau de ces réserves naturelles et qui a un rôle d'information et de sensibilisation et qui joue quelque part cette démarche aussi de maraudage, de dire on va vers les visiteurs, vers les personnes qui sont présentes là sur le site pour les informer et les sensibiliser. En relais à cela, il y a d'autres collaborations qui se mettent en place et tout particulièrement au niveau du syndicat mixte du Mont-Blanc, une collaboration avec les associations des amis des différentes réserves sur lequel il y a une collaboration qui se fait plus en lien avec le chalet d'accueil et d'information de la réserve pour informer, sensibiliser à l'entrée de ces réserves sur pourquoi on a un territoire aussi particulier, aussi riche. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard et puis on le voit, c'est une zone qui est largement visitée. Vous avez le droit de venir quand même, c'est pas parce qu'on est dans une réserve naturelle qu'on vous met des grosses barrières à l'entrée. Merci beaucoup Christian, on pourra en dire encore plein sur tout ce que vous faites tout au long de l'année. On va malheureusement s'arrêter ici. Merci. Merci. Je vous propose maintenant d'emprunter d'autres sentiers, cette fois à la découverte du patrimoine baroque du pays du Mont-Blanc. Regardez. Nous sommes devant l'église Saint-Nicolas de Combloux. C'est ici que Claire Tronchet a pris l'habitude de donner rendez-vous au groupe de promeneurs curieux de découvrir l'art baroque présent un peu partout au pays du Mont-Blanc. Donc là, un seul volume où tous les regards vont être orientés, dirigés vers le retable du maître-autel qui est ici face à nous. C'est l'évocation de la prière, l'évocation du catéchisme qu'on va célébrer dans ce mobilier qu'est le retable. Tous les fidèles ici qui sont dans cette église, que ce soit sur les bas-côtés ou au centre dans la nef, doivent voir ce retable pour prier. Un retable qui respecte fidèlement les caractéristiques de l'art baroque. Couleurs, surcharge décorative, exubérance, un art au service de la religion. Dès le XVIe et le XVIIe siècle, l'Église catholique a imposé ce style partout en Europe pour mener la contre-réforme, mouvement de réaction à la progression des courants protestants. L'objectif était simple, impressionner et restaurer le prestige de l'Église catholique. Je pense qu'il y a 3 critères pour définir vraiment l'art baroque, que ce soit d'ailleurs en musique, en architecture, en histoire de l'art en général, on va dire. La lumière, qui ici à Saint-Nicolas est évidente, elle passe par tous ces vitraux transparents, qui à l'époque n'étaient pas colorés, qui étaient transparents. Ensuite, il y a le mouvement qui est donné par les colonnes torses qui sont derrière nous. Là, effectivement, il y a cette idée d'ascension et également de descente qui est évoquée. Et bien le dernier, c'est la couleur. On va utiliser de la polychromie systématiquement sur tout ce qui est retable en bois et bien sûr les murs pour évoquer vraiment cette histoire de mouvement, de couleur et de lumière qu'est le baroque. C'est au XVIIIe siècle que l'art baroque a trouvé sa place dans les églises et les chapelles du pays du Mont-Blanc. Un itinéraire balisé de 20 km permet aux randonneurs de découvrir ces 10 édifices remarquables. De Combloux au Contamine-Montjoie, en passant par Saint-Gervais, il suffit d'emprunter le sentier du baroque pour une plongée artistique et culturelle. À la fois donc trouver une histoire locale qui s'illustre parfaitement dans nos édifices religieux, que ce soit les églises paroissiales ou vraiment les chapelles rurales, et à la fois une idée justement de la ruralité, de la campagne, puisque les gens se promènent, emmènent le pique-nique, peuvent emmener éventuellement aussi leurs enfants, c'est vraiment quelque chose d'ouvert à tout le monde. Et il y a vraiment ce mélange justement très judicieux, je pense, dans une journée très équilibrée entre la balade et l'histoire locale et la culture locale et le patrimoine. 2 jours de visite guidée seront nécessaires pour ne rien manquer du sentier du baroque. La première randonnée vous emmènera de Combloux à Saint-Nicolas-de-Véros, où l'église paroissiale vous accueillera, arborant fièrement ses couleurs et ses dorures. Alors, la deuxième partie repart donc de cette église paroissiale, qui était un lieu de rassemblement, exactement comme l'église de Combloux. Et puis ensuite, on file vers un autre village, les Contamine-Montjoie, qui ont également 2 églises à vous proposer. Une vraiment de paroisse qui est à l'intérieur du village, et puis une autre qui est très caractéristique justement de ces endroits de pèlerinage, de passage, qui est Notre-Dame de la Gorge, où on filait ensuite vers le col du Bonhomme et vers les Italies. Alors elle vraiment est un joyau de l'art baroque, avec un magnifique retable de clairon. Ces sommets inaccessibles que nous observons avec fascination ou effroi, Christophe Profit les affronte et tente de les dominer. Rencontre dans Esprit Mont-Blanc avec un alpiniste au palmarès incroyable qui vit la montagne avec respect et simplicité. En réalité, à chaque fois que je vais là-haut en montagne, c'est un grand bonheur.
Le bonheur d'être en haut, Christophe Profit, 51 ans, l'a atteint à de nombreuses reprises. Alpiniste et guide de haute montagne, Christophe Profit, originaire de Normandie, vit aujourd'hui aux Ouches. Pour le grand public, il est celui qui a notamment réalisé 10 ascensions de la face nord de l'Eiger en solitaire et la première ascension de l'arête nord-ouest du K2 avec Pierre Bégin. Cet alpiniste rare regarde depuis toujours vers les sommets. Je me souviens, il y a très longtemps, je devais avoir 12 ou 13 ans, j'avais lu les bouquins de Frison Roche et de Maison et des tas d'autres. Et puis j'avais dit un jour à mon frère, tu verras un jour je serai guide. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont déclenché l'étincelle pour l'amour de cette montagne. Et ça s'est fait tout naturellement. Ils m'ont emmené faire des randonnées en moyenne montagne. Les années ont passé et j'ai l'impression que la montagne m'a tellement donné. Grâce à elle, finalement, j'ai réussi à comprendre beaucoup de choses et pour m'y sentir encore mieux. Moi, je pratique la montagne depuis pas mal d'années et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de particulier cet hiver, après 30 ans d'alpinisme. J'ai compris une chose qui, pour moi, je trouve est primordiale dans sa façon d'aborder la montagne et de la vivre. Le premier point, c'est sortir de sa zone de confort. Le deuxième point, c'est se faire confiance et tracer sa route. Et le troisième point, c'est composer avec la montagne. Et donc ces 3 points, peu importe l'ordre, mais il ne faut jamais en omettre un. Et si on respecte cette trilogie, en définitive, eh bien pour moi, finalement, ça me permet de me sentir bien dans ce milieu. Moi, souvent, quand je suis dans des passages difficiles en montagne, souvent je pense à ceux qui ont fait l'alpinisme avant, avec leurs moyens d'époque, et ça me donne de l'énergie, parce que je me dis, il y a tant d'années en arrière, ils se retrouvaient là, dans ces parois, et je pense que parfois je me dis que c'est eux qui ont vraiment vécu un engagement extrêmement important. Je pense que la montagne je pense qu'elle est différente à deux, parce qu'on partage des choses. Moi j'ai vécu quelque chose de très fort, par exemple sur les 3 faces nord, que j'ai enchaîné en 87. Et j'ai vécu, je pense, quelque chose d'encore plus fort avec Pierre Bégin au sommet du K2 en 91. Pourquoi plus fort? Parce qu'on était 2 à vivre cette aventure et on était 2 à vivre ce moment intense de la joie en arrivant au sommet. Sur les 3 phases, j'étais seul sur chaque sommet. Bien sûr, c'était un grand moment, mais différent. Je dirais qu'il y a l'avant et l'après dans une course. L'avant où c'est souvent parfois ce qui est le plus difficile. On est plein de doutes, on a un peu la boule au ventre, on se pose des questions. Et après, quand on est plongé dans cet univers, tout ça a disparu. Et on vit tous ces moments le plus intensément possible, mais quand même sans oublier le fait qu'on est tout petit, quoi, là-haut, et qu'il suffit d'un dixième de seconde d'inattention pour que ça bascule. Moi, je sais que j'ai 2 enfants et à chaque fois, que ce soit ma fille ou mon garçon me disent le matin, avant de partir, me disent « tu fais attention ». Donc ça, c'est un truc, c'est toujours beaucoup d'émotions quand mes enfants me disent ça à chaque fois le matin, parce que moi, je le pense aussi. Ça fait partie de notre monde et de notre aventure, quoi. La montagne est comme ça. J'ai un ami qui m'a fait, mais je ne sais pas si je vais me retenir la phrase, qui m'a amené l'autre jour une revue où il y avait une phrase de René Char, qui est une très belle phrase que je ne connaissais pas. « Impose ta chance, serre ton bonheur, serre SERS, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » J'aime beaucoup cette phrase parce que finalement, elle résume plein de choses. Tout le monde peut essayer d'aller dans cette direction, mais c'est vrai qu'il faut quand même être un peu objectif, c'est que c'est de plus en plus difficile de suivre au pied de la lettre cette phrase. Nous sommes désormais à Passy en compagnie d'Armand Courriot. Bonjour Armand. Bonjour. Vous êtes animateur sur cette réserve de Passy. Qu'a-t-elle de si particulier? La grosse falaise, la falaise des Fises, c'est la réserve sur laquelle on parle de géologie sur le pays du Mont-Blanc.
Alors, quand on est à Passines-Plaine-Joux, on n'est pas encore en zone réserve naturelle. Par contre, c'est un vrai chemin d'accès pour aller sur cette réserve. Que faut-il savoir avant de partir? Parce que je crois qu'il y a quand même des restrictions, en tous les cas, des règles à observer. Comme dans toute réserve naturelle, il y a une réglementation qui va organiser les usages. Alors ici, le plus particulièrement, c'est vraiment les chiens. Éviter d'y aller avec un chien, en véhicule à moteur. Et puis, les bivouacs sont autorisés, mais le camping non. Voilà, il y a des petites nuances à avoir. Donc nous, au chalet d'accueil de la réserve, on se fait un plaisir d'expliquer cette réglementation pour que ça se passe le mieux possible. Et le but, c'est vraiment d'être dans de l'observation. On n'a pas le droit trop non plus de mettre les mains dans la terre, je crois. Hein. Et non, on évite de cueillir, d'arracher, de récupérer des plantes pour les mettre dans les balcons. Non, tout ça, ça reste sur place. Par contre, on est sur l'entrée de la réserve, qui est encore à 1 heure de marche. Donc on a un espace sur lequel on peut profiter avant d'aller se rendre en réserve. Et puis pour savoir ce que l'on va trouver dans cette réserve, quels sont les animaux ou les petites plantes qu'on va trouver ici, il y a un chalet de la réserve naturelle où on va découvrir cet univers. Voilà, donc là on a un chalet d'accueil qui est ouvert toutes les vacances scolaires. Et donc là cette année on a refait le chalet d'exposition. Donc on travaille là plus sur les sciences participatives où on va permettre aux gens, aux visiteurs, de découvrir des programmes de sciences, mais des programmes sur lesquels ils peuvent eux-mêmes s'investir, remplir des données, alimenter. Nous, notre travail, ça va être aussi d'expliquer aux gens comment ça fonctionne et puis de leur donner envie de le faire, de l'animer de façon à ce qu'eux aussi ils trouvent leur compte, pas seulement les scientifiques. Il y a un petit sentier aussi pour les enfants? Et oui, un petit sentier qui s'appelle le sentier du Grand-Père Nature, qui lui permet de découvrir le milieu forestier. Donc là, lui, il est en visite libre toute l'année. On évite l'hiver parce que les panneaux ne sont pas là. Mais l'été, on peut le fréquenter et on l'anime, nous, 1 fois par semaine avec une animation la plus tournée autour des jeunes enfants, 3-5 ans. Et ça permet voilà, de toucher tous les publics. Alors justement, ces animations, vous en faites tout au long de l'année pendant les vacances scolaires. Comment ça se passe? Qu'est-ce que l'on va découvrir? On n'est pas forcément, on est sur la réserve et puis en dehors de la réserve, comme vous l'avez dit, parce qu'en dehors de la réserve, on a le droit de faire un petit peu plus de choses. Voilà, donc on part de temps en temps dans la réserve naturelle, mais ça fait une bonne journée d'animation et surtout une bonne journée de marche. Donc ça, on ne le fait pas très très souvent. Par contre, le site ici à Plaine-Joux nous permet de parler de la réserve en dehors et donc d'avoir le droit de manipuler, de toucher, de mettre les pieds dans le terrain et de pouvoir comprendre un petit peu pourquoi on a protégé tout cet espace en étant à côté. Oui, parce que ça fait plaisir à tout le monde d'apprendre des choses, mais c'est aussi votre rôle finalement, cette éducation à l'environnement. C'est important de sensibiliser les gens, j'imagine. Ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi sur certains espaces on n'a pas le droit de faire, on a des interdits. Ici c'est un lieu qui nous permet d'expliquer pourquoi ces espaces-là sont interdits. En étant à côté, on peut l'expliquer et montrer aussi pourquoi ça peut être embêtant d'avoir des gestes délicats vis-à-vis de la faune, de la flore. Là on n'a pas de restrictions, donc on peut animer, on peut passer un moment à mettre tout en place pour que les gens puissent découvrir cette nature, se l'approprier et mieux comprendre pourquoi il faut respecter le reste des endroits protégés. Exactement, puis partir après en balade en étant respectueux, en étant en observation. Voilà. Merci beaucoup Armand. Est-ce que vous faites un petit peu d'escalade? Un petit peu sur le temps libre, mais c'est pas forcément tous les jours facile. Bon, je vous invite à aller à Megève puisqu'il y a un nouveau site d'escalade qui est réservé à l'initiation. Il est vraiment dans le centre-ville de Megève, regardez. C'est à quelques pas de la maison de la montagne et du centre-ville de Megève que le bureau des guides a aménagé un nouveau terrain de jeu entièrement dédié à la pratique et à la découverte de l'escalade. Ce rocher a été découvert l'automne dernier par la commune en partenariat avec le bureau des guides de Megève. Donc la commune a commencé à nettoyer cet automne et puis nous on est intervenu ce printemps pour finaliser et équiper la falaise. Au programme aujourd'hui, stage d'initiation à l'escalade pour petits et grands, une activité ludique qui fait travailler la tête, les jambes et l'esprit d'équipe. Le plus compliqué, c'est la grimpe, parce qu'on doit travailler, on doit trouver on doit réfléchir et en même temps faire du sport. Donc voilà. La première séance, on voit le B.A.B.A. À partir de demain, on fera des manips de cordes un peu plus compliquées, une descente en rappel, une escalade en tête. Il nous a appris à assurer, à grimper, à faire les nœuds en 8. Techniquement, il y a pour tous les niveaux, il y a tout dur et pour plus facile. Après, on a une belle vue du haut. On a la falaise qui est au soleil.
le ruisseau juste à côté, la forêt. C'est vrai qu'on est tout près du centre-ville, mais on est en pleine nature, donc c'est formidable. Cette nouvelle paroi d'escalade est en accès libre. Si vous ne possédez pas de matériel ou que vous souhaitez découvrir cette falaise du Martinet en toute sérénité, n'hésitez pas à vous adresser au bureau des guides de Megève. Ils vous donneront toutes les ficelles et les astuces de ce nouveau mur équipé pour l'instant de 12 voies. Le projet est de continuer à nettoyer pour créer encore plus de voies. Et puis le projet, ça serait de créer un site d'escalade sur glace, donc de cascade de glace pour l'hiver. Si cet hiver c'est en glace, je viendrai essayer. Ça va être une bonne idée. Venez faire le plein d'événements en cette fin d'été au Pays du Mont-Blanc. Voici l'agenda pour les semaines à venir. Du 30 août au 3 septembre, rendez-vous pour la 10e édition de la Green Velvet à Megève. Au programme, 5 jours de golf, 10 compétitions et les meilleurs golfeurs du circuit international. Le thème des Journées européennes du patrimoine sera cette année le patrimoine caché. Venez découvrir et partager des lieux insolites et inattendus dans les communes du Pays du Mont-Blanc les 15 et 16 septembre. Le dimanche 16 septembre, participez à la Rando des Angelots, une randonnée libre sur les sentiers baroques du Pays du Mont-Blanc. Sachez que des guides du patrimoine vous attendent devant de nombreuses églises et chapelles pour vous les faire découvrir. Départ des 24 heures VTT de Chamonix le 22 septembre, une épreuve de VTT inédite durant laquelle les coureurs devront parcourir un circuit d'une quinzaine de kilomètres pendant 24 heures. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour la Tacathlon, une course relais pour 3 coureurs qui aura lieu cette année le dimanche 23 septembre. Départ pour tous, quel que soit votre parcours, au lac des Ilettes de Salanches. Et on termine avec les rencontres du camp de base de Passy, une soirée débat et documentaire autour du loisir de pleine nature le samedi 29 septembre. Retrouvez plus d'infos et de rendez-vous sur le www.pays-du-mont-blanc.com. C'est la fin de ce numéro d'Esprit Mont-Blanc consacré aux réserves naturelles. N'hésitez pas à vous connecter sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour venir profiter du Pays du Mont-Blanc et retrouver ce territoire en images sur sa web TV. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!